Photographier, c'est aussi créer de l'archive. Et comme je n'avais pas d'archives de personnes LGBT en Martinique, je me suis dit, bon comment faire pour trouver une façon de trouver les gens. Je m'appelle Adeline Rapon, je suis photographe, artiste photographe surtout, depuis pas très longtemps. Je suis franco-martiniquaise, dans le sens où ma mère est française et mon père est martiniquais. Et j'ai vécu toute ma vie à Paris. Je vis maintenant en Martinique depuis 1 an. Quand j'avais 18 ans, je suis allée sur un site internet qui s'appelle Enchoucage. Ce site-là propose de rentrer son nom dans le moteur de recherche et il nous ressort les registres en fait. Les premières personnes qui ont reçu leur nom de famille à la fin de l'esclavage. Et effectivement, quand j'ai tapé mon nom, Rapon, je suis tombée sur différents noms. Surtout, je voyais que c'était une dame et ses enfants qui avaient reçu du coup son nom. Parce que à cette époque-là, c'était justement les femmes qui recevaient d'abord le nom de famille parce qu'on considérait qu'on ne savait pas qui était le père. La première fois que j'ai vu ce nom-là, ça m'avait vachement émue parce que c'était une concrétisation de tout ce que je savais, dans le sens où, c'est écrit noir sur blanc que mes ancêtres étaient esclaves. Même si en soi, je l'ai toujours su. J'ai réussi à refaire une sorte d'arbre et de reconstituer un petit peu un récit familial auquel j'avais pu avoir un petit peu accès. Tout ça, c'est un peu dans une dynamique qui est plus liée au fait que j'ai toujours été en demande de transmission, en fait, culturelle. Mon père ne m'a pas transmis énormément de choses, même si en soi, il y avait toujours des choses qui se passaient à la maison. Il y avait quand même la musique qui était constante. Il y avait des rencontres avec la famille, il y avait la nourriture, on nous expliquait quand même voilà, qui on était. Sauf que je demandais plus, c'est-à-dire que je voulais savoir aussi parler créole, je demandais plus d'accès à la culture, concrètement ce que c'était, que d'être martiniquais. Et que du côté de ma maman, du côté français, la question de la transmission est extrêmement importante. La transmission au niveau du métier, de savoir faire quelque chose par exemple, de savoir coudre, de savoir travailler le bois, de savoir réparer, comprendre toutes ces choses-là en fait qui viennent d'une débrouillardise familiale du côté de ma mère. Et donc cette énorme volonté de donner, je ne l'ai pas eu du côté de mon père. Je l'ai fait un peu courte parce que j'ai fait ça sur un délai d'à peu près 4 ans quand même. Moi, ma culture martiniquaise, c'était ce que je vivais dans un coin. Parce que j'étais dans un monde qui était tellement blanc, bourré de clichés quand il s'agissait de parler de culture antillaise de façon générale, caribéenne. Dans une époque, il faut se dire, on est à peu près dans les années 2000 quand même. Dans ces années-là, on se foutait de la gueule quand même beaucoup des Caribéens. Il y avait vraiment des gros clichés qui se faisaient. Et parce que, en plus de ça, il y a eu aussi une rupture familiale. Ça a encore plus provoqué cet isolement de cette partie de moi. Pour moi, le confinement, ça a été le moment où tout s'est arrêté. Et où j'ai eu le temps d'arrêter de compartimenter mon cerveau sans arrêt, de mettre tout dans plein de tiroirs et puis en fait d'ouvrir au fur et à mesure de façon très mécanique et me dire, ok, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux réellement faire et d'entamer un vrai travail aussi de réflexion sur ce que je cherche et notamment ce que je cherche dans mon art. Tout ça, ça a été un moment qui m'a permis derrière de lâcher prise sur beaucoup de choses qui sont liées à Paris. J'ai commencé la photographie de façon réfléchie vraiment quand j'avais peut-être, je sais plus quel âge j'avais, mais il me semble que c'était 18 ans dans ces eaux-là. Mais j'ai eu un petit appareil photo et tout de suite avec ça, j'ai eu envie de jouer. J'ai envie de comprendre comment est-ce que l'appareil fonctionnait et de le détourner complètement. Et c'est vraiment ça qui m'a amené très rapidement aussi à retourner l'appareil photo vers moi pour jouer avec ma propre image. J'avais une prof d'art plastique qui était fantastique, qui poussait les élèves à réfléchir de façon moderne. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a complètement ouvert des portes où je pense que sans elle, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et qui nous encourageait à nous forcer aussi à nous interroger. Donc, je faisais ces photos-là et en fait, je me retouchais complètement. Donc je pouvais me découper, me modifier. Toutes ces images-là, je m'en servais à la fois dans mon cours d'art plastique, mais tout de suite, je me suis mise à partager ça sur plein de sites qui existaient à l'époque de cette expression artistique-là. J'écrivais aussi beaucoup et j'avais cette façon aussi de me créer une sorte pas de personnage, mais de m'exprimer à travers mes vêtements. Donc je prenais plein de vêtements, je cousais. Ma grand-mère m'apprenait à faire, je dessinais une jupe, elle me disait ok, si tu veux la faire, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et j'étais toujours habillée d'une façon assez particulière. Des choses en emmenant l'autre. C'est mon meilleur ami qui m'avait dit que tu devrais t'inscrire sur ce site. C'était une sorte de Instagram avant Instagram et poster tes photos de comment tu t'habilles. Tu vas voir, c'est marrant. Donc on se faisait des après-midi où on se prenait chacun en photo avec nos looks et on les postait. Et à partir de là, justement, la photo, ça a pris un tournant dans le sens où je me prenais en photo quasiment tous les jours. Je réfléchissais à chaque fois à comment faire pour transformer mes fringues pour ne jamais être habillée de la même façon. Et en même temps de ça, garder aussi un aspect artistique dans mes photos parce que j'adorais ça. Et j'ai fait ça pendant,
J'ai commencé en 2008 et c'est vraiment en 2020 où d'un seul coup ça n'avait plus de sens de se montrer habillé, de parler de partenariat de mode, produits de beauté, etc. Ça n'avait plus aucun sens. Et c'est à partir de là où justement la photo est devenue quelque chose qui est passé au-delà de faire quelque chose qui puisse plaire à un public, de plutôt rentrer dans une recherche, dans un jeu avec moi-même aussi. Et d'ailleurs, c'est à partir de là aussi que on m'a un peu plus sollicité pour photographier d'autres personnes, parce que jusque-là, c'est pas quelque chose que je faisais tant que ça, notamment les Amazones. À partir du moment où j'ai retourné l'appareil photo vers les gens, ce qui m'a paru énormément important, c'était de les comprendre. Parce que je parviens à beaucoup mieux photographier quelqu'un à partir du moment où je parviens à capter comment elle-même se voit. Comment est-ce que je peux construire à la fois via l'image d'elle-même que ce qu'il y a autour, un narratif qui va servir mon propos derrière et qui va raconter vraiment la personne. Pour ça, ça me demande du temps et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, c'est de prendre le temps de discuter avec les personnes avant. Je prends au moins 1 heure pour parler avec la personne avant. Et au moins aussi un petit peu en amont par téléphone. Parce qu'autrement, je sais que c'est une photo qui servira à rien. Enfin, en tout cas pour moi, ça servira à rien non plus. Dans ma résidence artistique en Guyane, dont je reviens, je suis allée voir donc des Bushinengue, Saramaka et Djoka, qui ne parlent pas forcément français, d'ailleurs, assez peu. Moi, j'ai trouvé l'excuse pour vraiment essayer de comprendre et d'instaurer vraiment un dialogue, de leur demander à ce qu'ils m'apprennent à travailler avec eux. Pour moi, travailler le bois avec eux, parce que c'était avec des sculpteurs que j'étais, c'était de passer du temps et de les écouter. Étant photographe et maintenant vraiment dans une démarche artistique de la photographie, je suis encore dans une construction de récit. Ce que je suis allée chercher chez les Bushinengue, bizarrement, ça m'a apporté plus de réponses sur ce que je viens chercher ici en Martinique. Ce que je ne vais pas forcément aborder parce que c'est pas encore mis en tête, parce que c'est trop récent, c'est trop frais. Je cherche effectivement à me constituer un récit, à apprendre aussi auprès des gens, à comprendre aussi ce qui constitue notamment ce que c'est que d'être martiniquais, à travers différentes figures, à travers différentes dynamiques. Et où est-ce que moi aussi je peux me retrouver dans cette dynamique-là. C'est à la fois des interrogations que j'ai vis-à-vis des gens, mais qui sont aussi des choses que je me pose aussi. Comment est-ce que tout ça se transmet notamment. Donc effectivement, pour moi, cette question de l'archive et de la transmission est toujours au cœur de ce que je fais et de ma photographie en tout cas. Je me suis intéressée à la communauté LGBT en Martinique parce que c'était de façon détournée, une façon de parvenir aussi à rencontrer les gens. Photographier, c'est aussi créer de l'archive. Et comme je n'avais pas d'archives de personnes LGBT en Martinique, je me suis dit, comment faire pour trouver une façon de trouver les gens et de leur poser une question à laquelle je n'arrivais pas à répondre non plus à cette époque-là. Mon entrée dans la communauté LGBT martiniquaise s'est faite par là. Dès le départ, créer des moments de réunion, c'était important. Donc toutes les personnes que j'avais photographiées en février 2023, dès le départ, je voulais que tout le monde se retrouve aussi autour d'apéros. C'est venez à la maison, je louais une maison qui était assez grande à Fort-de-France à ce moment-là. J'avais proposé à tout le monde pour que tout le monde se rencontre. Et la suite de vouloir vraiment m'impliquer pour la communauté et de créer des moments de façon beaucoup plus organisée, ça s'est fait avec Stérel Félix Théodose, qui a aussi été à l'impulsion de ce projet-là et on a créé Causer toutes les deux. Causer, ça nous a permis de réunir encore plus de gens, de réussir à créer des vrais moments de communion qui soient en dehors des soirées. Parce que c'était aussi ça, sortir de ce schéma-là, avoir des moments de discussion. Et en plus de ça, on a créé aussi le bar lesbien, qui est vraiment consacré que aux femmes lesbiennes, parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait nulle part où se retrouver, on n'avait nulle part où être, safe, juste être ensemble sans que on se prenne à la fois des remarques ou des agressions qui sont misogynes et en plus de ça homophobes. Il y a un néologisme qui a été trouvé par une amie qui s'appelle Méline, d'être queer et béin en fait. C'est vraiment avoir cette identité-là qui est quand même très ancrée dans le sol et où on n'a pas besoin de partir de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane pour pouvoir être libre en tant que personne caribéenne et queer, où tu es obligé de faire une sorte de choix. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de parvenir à établir un récit cohérent dans mon projet général et de réussir aussi à aborder les sujets épineux tels que la violence dont je viens, de le faire intelligemment.